Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le président français Emmanuel Macron a effectué du 5 au 7 avril une visite d'État en Chine. C'est la première visite de Macron en Chine depuis sa réélection. Le 7 avril, la France et la Chine ont publié une nouvelle déclaration conjointe. À l'approche du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, quelles sont les perspectives de développement des relations bilatérales? Dans quel domaine les deux pays peuvent-ils renforcer leur coopération? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission M. Wu Zexian, commentateur de CGTN français. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. Durant cette visite, le président Macron a visité la capitale Pékin et la ville de Guangzhou dans la province du Canton, une région pionnière de l'ouverture et du développement économique de la Chine. Lors de cette visite, la Chine et la France ont publié une déclaration conjointe composée de 5 parties et de 51 points. Pouvez-vous nous analyser brièvement le contenu de cette déclaration et son importance ? En fait, c'est un document très riche, voilà, vous voyez. Donc beaucoup d'éléments. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la France et la Chine publient ce genre de document. Bon, déjà, lors du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, c'est-à-dire en 2014, les deux pays ont publié une déclaration d'importance majeure pour recouvrir tous les domaines de coopération afin de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales. Et puis régulièrement, entre-temps, il y a eu d'autres déclarations conjointes publiées toujours à l'occasion des visites de haut niveau. Il y a plusieurs points très importants que j'aimerais bien souligner, puisque c'est un document très riche, très long, mais je vais saisir quelques éléments qui ont particulièrement attiré mon attention. Bon, alors, premièrement, on parle des relations politiques. Donc, il faut toujours renforcer et maintenir des contacts de tous les niveaux, c'est-à-dire tous les ans, les chefs d'État, les deux premiers ministres se rencontrent. Ça, c'est déjà une tradition. Donc, on va continuer. Malgré la pandémie, il y a eu quand même des contacts par vidéoconférence ou bien par téléphone. Et puis, il y a une phrase qui a été très importante à mon avis. La France a réaffirmé qu'elle applique la politique d'une seule Chine. Ce n'est pas du tout insignifiant, ce n'est pas du tout anonyme. Parce que le contexte est là. Vous savez, récemment, encore une fois, le dirigeant de Taïwan a fait quelque chose aux États-Unis. Les États-Unis jouent toujours cette carte de Taïwan pour embêter la Chine. Et dans ce contexte, la France réaffirme la politique d'une seule Chine. Ce n'est pas insignifiant. C'est un message clair en disant que les autres ne veulent pas suivre les États-Unis pour provoquer la Chine. Il s'agit d'une affaire intérieure de la Chine. Bon, ça, c'est important. Et puis, puisqu'on constate aujourd'hui dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des guerres. Bon, alors, les deux pays, dans la déclaration, ont encore une fois réaffirmé qu'il faut régler les différends, les litiges entre les États par voie pacifique. Il faut mener le dialogue, des concertations, il faut recourir au règlement politique. Donc il faut défendre le système international multilatéral avec le rôle important des Nations Unies. Tout ça a été dit dans la déclaration commune. Ça, c'est très très important. Et puis le troisième point qui est aussi très important, c'est l'aspect de coopération économique. Cela constitue évidemment un pilier des relations entre la Chine et la France. Depuis longtemps, la Chine et la France mènent des coopérations économiques et commerciales. Même avant l'établissement des relations diplomatiques. Il y a déjà eu des échanges commerciaux et économiques. Et après, évidemment, après l'établissement des relations diplomatiques, ça c'est parti encore plus fort. Bon.
surtout après l'ouverture et la réforme de la Chine à la fin des années 70. Bon, il y a beaucoup de projets dans des domaines classiques comme l'aéronautique, comme dans le ferroviaire, voilà, comme dans l'énergie. Voilà. Beaucoup de projets ont été réalisés. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, justement, dans cette déclaration, alors, les deux pays ont salué l'achat des Airbus. Voilà. Cette fois-ci, c'est 160 Airbus. Voilà, un contrat d'achat de 160 Airbus. Bon. Alors, je crois que c'est un signe de poursuite de coopération dans le domaine aéronautique. Donc, il n'y a pas que l'achat des appareils tout fait. Il y a aussi une nouvelle ligne de production, voilà, qui sera installée à Tianjin. Vous savez, il y a une usine d'Airbus à Tianjin. Bon, donc, il a déjà eu une chaîne de production. Il y aura une deuxième chaîne. Voilà. Et puis, quatrième aspect, c'est les échanges humains. Bon, on a évoqué justement les activités prévues pour l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera le 60e anniversaire voilà, de l'établissement des relations diplomatiques. Voilà, il y aura une année croisée, voilà, culturelle et touristique. Voilà. Ce serait très bien, on pourrait voilà, voir des événements qui vont se produire, voilà, aussi bien en Chine qu'en France. Voilà, ici, nous attendons voilà, déjà un peu avec impatience pour voilà, voir. En effet, la coopération entre la Chine et la France n'a pas attendu la visite du président Macron en Chine pour se poursuivre. En fin mars, Total Energy a signé déjà un accord sur la vente et l'achat de gaz naturel liquéfié en yuan avec la China National Offshore Oil Corporation. D'après vous, que signifie cet accord pour la coopération sino-française et aussi dans le secteur mondial de l'énergie? La France, ce n'est pas la première fois que la France fait le premier pas à l'égard de la Chine dans tel ou tel domaine. La France est le premier grand pays occidental qui a établi des relations diplomatiques avec la Chine. Donc la France aussi, c'est le premier grand pays occidental qui a noué un partenariat stratégique global avec la Chine. Et puis après, bon, il y a d'autres pays qui suivent. Bon, donc cette fois-ci, la France a signé un accord officiel avec la Chine pour le commerce en monnaie chinoise. Mais en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a déjà une trentaine de pays qui font du commerce avec la Chine en utilisant le yuan. La raison est très simple. Voilà. La Chine est la deuxième économie du monde. Les partenaires ont la confiance en yuan. Comparons avec le monnaie américain, le dollar. Bon, avant, évidemment, même aujourd'hui, le dollar reste voilà, la monnaie la plus utilisée dans les commerces internationaux. Mais il y a le problème. Il y a le problème qui est constaté de plus en plus. Voilà. C'est que le dollar n'est pas stable. Et surtout, récemment, les Américains ont encore voilà, injecté une montagne de billets verts. Voilà. Et ce qui provoque évidemment de l'inflation, voilà, la dépréciation du monnaie. Et comme le dollar est une monnaie utilisée dans le monde entier, et du coup l'inflation est partagée par tout le monde. Mais ce qui est évidemment injuste. Avant, le dollar était solide. Les gens étaient obligés d'utiliser le dollar. Bon, et puis il y a ce fameux problème de pétrodollar, parce que bon, il y a eu toute une manœuvre pour que l'achat, voilà, le commerce du dollar soit lié uniquement au dollar. Bon, tous ces facteurs contribuent à l'établissement de la suprématie du dollar. Mais aujourd'hui, la situation change. Il y a d'un côté, voilà, la monnaie chinoise qui commence à être acceptée par d'autres partenaires. De l'autre, on a constaté justement l'affaiblissement de dollar. Nous avons également eu l'honneur d'interviewer l'ancien Premier ministre français, M. Jean-Pierre Raffarin, qui est un vieil ami de la Chine et qui faisait également partie de la délégation accompagnant président Macron en Chine. Je vous propose tout de suite d'écouter son avis sur les relations sino-françaises. Bonjour M. Raffarin. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission.
Depuis votre première visite en Chine dans les années 70, vous avez effectué de nombreux voyages entre la Chine et la France, toujours soucieux de promouvoir l'amitié sino-française et la coopération entre les deux pays. Alors, comment jugez-vous l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays? Bien, je reviens avec le président Macron avec plaisir, puis ça fait 3 ans que nous ne sommes pas venus, et donc nous sommes après cette situation du Covid qui a séparé un peu les communications. Nous sommes heureux de reprendre les discussions, de reprendre les contacts, surtout que le monde est devenu extrêmement dangereux. Il y a de nombreux sujets d'extrême gravité et puis aussi de nombreux défis à relever. Et il est bon que la France et la Chine et les autorités de ces deux pays puissent parler ensemble de ces différents défis. L'année prochaine, plus exactement le 27 janvier 2024, les deux pays vont célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Avant cet anniversaire, quels signaux importants a-t-il envoyé le président Macron lors de cette visite en Chine? Eh bien, ce voyage aujourd'hui du président Macron donc, est naturellement tourné vers les difficultés qui sont les difficultés d'aujourd'hui, les gravités, je dirais, d'aujourd'hui, mais aussi pour les projets de coopération et les projets de développement. Et pour ce qui est de l'année 2024, nous voulons, les autorités chinoises comme les autorités françaises, mettre à l'honneur le tourisme et la culture. Et donc cette année-là sera une année où nous allons multiplier les événements pour les échanges humains, les échanges culturels et naturellement le partage de grands événements comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous avons le 60e anniversaire de la coopération entre la Chine et la France, lancée du côté français par le général de Gaulle. Nous voulons faire donc cette année 24 une année d'échange avec une dimension culturelle très très forte. La culture chinoise, la culture française sont des cultures très anciennes qui ont toujours eu conversation ensemble, comme dit le président de la République, et donc il faut entretenir cette conversation sino-française au cours de cette année exceptionnelle. Après des années de développement, la Chine et l'Europe ont formé une relation économique symbiotique solide. Quelles sont vos attentes quant à l'avenir de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France durant le second mandat du président Macron? Eh bien, nous avons le souhait d'avoir des échanges économiques qui sont profitables aux deux parties. Et donc, nous nous réjouissons de voir des grandes entreprises françaises avoir des coopérations en Chine excellentes. C'est le cas de Schneider, de Sanofi, de Michelin, de L'Oréal, de LVMH, d'Hermès, etc. Il y a beaucoup de coopérations, y compris dans l'automobile, par exemple sur des sujets de recherche commune, sur l'automobile de l'hydrogène. Nous voyons qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons. Mais il y a aussi des sujets qui sont très importants et qui sont liés à l'environnement mondial de l'économie. Et pour cela, par exemple, tout ce qui touche la biodiversité, tout ce qui touche la protection des océans, tout ce qui touche, je dirais, les accords de Paris et la protection de nos pays face au changement climatique, il y a là beaucoup d'échanges sur lesquels nous sommes très attentifs à un développement de la coopération entre la Chine et la France. C'est un volet important de notre échange. L'autre volet, c'est la situation du monde et ses désordres, et notamment pour ce qui est de l'Europe, cette guerre en Ukraine qui, après cette agression russe, a rendu le peuple ukrainien la première victime. Mais nous craignons aussi que le monde que nous représentons soit aussi fragilisé par cette guerre. Et au fond, nous voyons bien que l'Europe aujourd'hui, pour protéger sa souveraineté, son indépendance, a besoin d'un retour à la paix le plus vite possible. Et tous ceux qui sont militants de la paix aujourd'hui peuvent aider à ce que cette guerre s'apaise et qu'on arrive vraiment à un cessez-le-feu. Et suite à la pandémie de Covid-19, selon vous, a-t-on assisté à des changements majeurs dans l'économie mondiale et aussi dans le commerce international? Nous découvrons régulièrement des changements. C'est vrai que, par exemple, chez nous, le télétravail a profondément transformé les conditions de travail.
Et puis la vie dans les grandes villes a aussi changé. Beaucoup de Français aujourd'hui ont fait le choix d'aller travailler dans des villes moyennes. Il y a des bouleversements et nous n'avons pas fini de découvrir un certain nombre de changements. Et puis naturellement aussi, il y a sur les sujets de l'environnement, de la mobilité, de l'écologie, un certain nombre de changements qui sont très importants. Et c'est aussi un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble. D'ailleurs, au mois de novembre prochain, il y aura un Green Tech Summit entre la France et la Chine à Suzhou, où nous parlerons de ces sujets de changement de vie quotidienne dans des villes qui changent elles-mêmes sous pression, notamment des questions environnementales. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois avançait l'idée de promouvoir de manière exhaustive le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation chinoise. Comment interprétez-vous cette modernisation chinoise ? J'ai vu la Chine transformée, bouleversée. J'ai vu les tours se construire, les entreprises se développer. Et j'ai vu vraiment la puissance de la Chine progressivement s'affirmer. Nous pensons que chaque pays est dans sa légitimité quand il choisit son développement. Notre problème collectif est de veiller d'avoir une gouvernance mondiale qui conduise à la paix. Car il ne peut pas y avoir de développement des pays, les uns ou les autres, sans qu'il y ait la paix. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets par naturellement cette guerre en Ukraine, par les tensions qui existent entre les États-Unis et la Chine, par les difficultés de l'Afrique. Il y a beaucoup de sujets géopolitiques aujourd'hui qui demandent un esprit de paix. Nous savons que le peuple chinois, dans ses profondeurs, comme le peuple français, est un peuple pacifique et nous comptons bien sur ces énergies pacifiques pour ramener le monde à la sagesse. Et d'après vous, dans quel domaine la modernisation de la Chine va-t-elle insuffler une nouvelle vitalité à la coopération entre la Chine, la France et l'Europe ? Nous avons comme domaine prioritaire aujourd'hui ce que nous appelons la planétisation de la politique, c'est-à-dire de faire en sorte que la planète et la protection de la planète soient un sujet majeur de la politique mondiale aujourd'hui. Les jeunes dans le monde entier sont mobilisés pour qu'on protège la planète, pour protéger l'humanité. Ce message-là est un message consensuel dans le monde. Et nous comptons bien pour que tous ceux qui se sont engagés, comme la Chine, de manière déterminante pour les accords de Paris, qu'on s'engage encore plus fortement pour appliquer ces accords de Paris et protéger notre planète pour protéger notre humanité. Et je crois que c'est sur ce sujet-là que nous attendons beaucoup de la puissance de la Chine, de la technologie de la Chine, de la préoccupation de la jeunesse chinoise très attachée à l'environnement pour faire en sorte que la protection de la planète devienne cet objet commun, universel, qui mobilise les uns et les autres et qui porte finalement la valeur principale, la paix. La France et la Chine sont deux grandes nations qui possèdent une forte tradition d'indépendance et actuellement, le système international traverse des mutations complexes. Pour vous, quelle est l'importance du développement sain et stable des relations sino-françaises pour le maintien du multilatéralisme et l'amélioration de la gouvernance mondiale ? La France et la Chine sont toutes les deux membres du Conseil de sécurité. Et donc, quand un membre du Conseil de sécurité ne respecte pas la charte des Nations Unies, nous sommes tous les deux affaiblis. Et donc, nous pensons vraiment qu'il faut revenir à une gouvernance mondiale où le droit international soit respecté. Et c'est cette action commune qu'il nous faut développer pour que l'ONU reste le lieu de la construction de la paix. Et pour ça, évidemment, nous devons agir aujourd'hui sur l'ensemble des acteurs, y compris sur les acteurs du Conseil de sécurité, qui sont encore un peu plus responsables que les autres pour construire la paix. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement dangereux. L'Afrique est dans une situation où elle doit intégrer, d'ici la fin du siècle, plus d'1 milliard de jeunes. Si elle ne les intègre pas, ces jeunes pourront être tentés par le terrorisme. Les phénomènes migratoires seront importants. On voit une compétition qui aujourd'hui se durcit entre la Chine et les États-Unis. Et ça, nous trouvons que c'est bon pour personne. Et nous voyons naturellement une guerre en Ukraine qui a besoin
aujourd'hui de déboucher rapidement sur la paix, pour le peuple ukrainien, mais aussi pour la gouvernance mondiale. Donc aujourd'hui, plus que jamais, ce dont le monde a besoin, c'est que l'énergie de la paix puisse être puissante au point de stopper la guerre. Cette année marque le 10e anniversaire du concept de construction d'une communauté de destin pour l'humanité. D'après vous, comment la promotion pour la construction d'une communauté de destin pour l'humanité peut-elle aider la communauté internationale à relever les défis mondiaux actuels tels que la crise alimentaire, la sécurité énergétique ou encore les tendances à la démondialisation ? Moi, je crois que la piste la meilleure pour cette voie commune de l'humanité, c'est ce que nous appelons en France la planétisation. C'est mettre la planète au cœur de nos préoccupations. Protéger l'avenir de la planète, protéger au fond la survie de la planète. La question majeure aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est du climat, pour ce qui est de la misère, pour ce qui est de toutes nos difficultés, il faut que cette planète soit un espace politique le plus heureux possible. Pour cela, il faut commencer à le défendre. Nous avons créé un certain nombre d'organisations. Nous sommes contents que nous ayons pu déboucher sur un accord en grande partie avec la Chine sur la biodiversité, avec la COP de Kunming et celle de Montréal qui a débouché sur un certain nombre d'accords, que nous ayons des accords multilatéraux qui protègent la planète. Cette planétisation de la politique nous paraît être la voie importante pour construire la paix. Je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Raffarin, merci d'avoir accepté notre interview. Nous venons d'écouter l'analyse de Monsieur Raffarin. Qu'en pensez-vous, Monsieur Hu? Vous savez, M. Raffarin, c'est un témoin de l'évolution des relations bilatérales entre la Chine et la France. C'est un vieux ami qui vient fréquemment en Chine. Vous constatez, comme il a dit, l'évolution du développement de la Chine. Bon, il a dit des choses très intéressantes. Il a parlé du développement et de la paix, par exemple. Ça, je suis entièrement d'accord. Il a bien dit, sans la paix, il n'y aurait pas de développement. La paix, c'est la condition préalable. Voilà. Je crois qu'il a tout à fait raison en tant qu'un homme politique. Voilà. Chevroni, il a été Premier ministre en France. Bon, il a bien vu les choses, c'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est la paix. Il espère que, il a bien dit, le peuple chinois, comme le peuple français, sont des peuples épris de la paix. Voilà. Bon, il souhaite bien que, les énergies pacifiques soient suffisamment puissantes pour ramener l'humanité à la sagesse. Mais je crois que c'est bon. C'est une expression, c'est une idée de sagesse, justement. Voilà. Il faut que l'humanité soit sage. Lors de sa visite d'État en Chine, le président Macron a également inauguré le festival Croisement et a visité l'université de Sun Yat-sen à Canton. D'après vous, comment évaluez-vous l'importance des échanges culturels dans les relations sino-françaises? Très important. Voilà. Les échanges entre les gens, ça permet évidemment la compréhension, la connaissance. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que certains médias, ou certains pays délibérément essayent de fabriquer des histoires concernant la Chine pour ternir l'image. Mais ce qui fait que ceux qui n'ont pas accès à la vérité, le public dans ces pays qui n'ont pas accès à la vérité, peuvent se tromper de la vision de la Chine. Bon, le fait de favoriser les échanges humains permet justement, à tout le monde de voir la réalité sur le terrain. Le président Macron s'est félicité de sa visite en Chine sur les réseaux sociaux et a déclaré dans une interview accordée à Politico Europe en disant que l'Europe doit réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis. D'après vous, quelle position diplomatique reflète-t-elle cette déclaration du président Macron? Ce n'est pas étonnant. Si le président français dit ça, ce n'est pas étonnant. C'est une tradition de la France d'être indépendant.
d'être indépendant, appliquer une politique d'indépendance, d'autonomie. Déjà le général de Gaulle. Voilà, j'ai évoqué l'exemple de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. À l'époque, c'était la guerre froide, c'était la confrontation entre Est et Ouest. La Chine était isolée par le monde occidental. Et la France a fait une décision qui a étonné, évidemment, qui a surpris certainement tous les autres pays, surtout les États-Unis, qui étaient très hostiles à la Chine. Et puis, j'aimerais bien rappeler une autre chose. En 1966, le général de Gaulle a décidé de faire déménager le Conseil de l'OTAN de Paris. Mais vous savez, aujourd'hui, l'OTAN, le siège de l'OTAN se trouve à Bruxelles. Mais au début, c'était à Paris. Et puis, en 1966, pour marquer l'indépendance de la France vis-à-vis de l'OTAN, parce que la France n'a pas voulu être dominée par l'OTAN. Du coup, cette décision. Donc, déménagement du siège du Conseil de l'OTAN, de Paris vers Bruxelles, et puis le retrait de tous les bases militaires américaines en France. Du coup, les militaires américains ont dû quitter la France. Donc, c'est une tradition des Français, en ce qui concerne l'indépendance de la politique étrangère. C'est pour ça que cette déclaration du président Macron ne m'a pas vraiment étonné. C'est la poursuite d'une tradition diplomatique marquée par l'indépendance. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Quelles sont, d'après vous, les perspectives de coopération entre les deux pays dans le cadre de cette initiative ? Beaucoup de choses. Entre la France et la Chine, la coopération économique et commerciale, ça marche très très fort, comme je l'ai dit. Donc le président Macron, déjà en 2019, il est venu à Shanghai pour présider, justement, avec le président chinois, l'ouverture de l'exposition internationale d'importation, parce que la France était pays d'honneur, invité d'honneur. Et je crois que l'année prochaine, à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques, eh bien, la France sera encore une fois le pays d'invité d'honneur pour l'exposition d'importation à Shanghai. En même temps, je crois que la France sera également pays d'honneur pour l'exposition du commerce de services, qui aura lieu à Pékin, je crois. De toute façon, entre la France et la Chine, ça marche très très bien. Je vais donner un exemple qui est très parlant, c'est le train Chine-Europe. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de marchandises venant de l'Europe. On consomme quotidiennement, aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une habitude de beaucoup de Chinois, quotidiennement des produits laitiers venant de l'Europe, y compris de la France. Je prends du fromage français tous les jours, comme mon petit-fils, il aime bien. Ça se trouve dans n'importe quel supermarché. Un chiffre. Ça fait 10 ans que ce train circule. Donc, au début, en 2013, pour l'ensemble de l'année 2013, il n'y avait que 80 trains. Et l'année dernière, c'est combien ? C'est 16 000 trains qui ont circulé entre la Chine et l'Europe. Et maintenant, le taux de remplissage. Au début, c'était surtout des marchandises chinoises qui vont en Europe. Et maintenant, le retour, c'est aussi complètement rempli. Les consommateurs commencent à se familiariser avec tous ces grands noms. Donc il y a beaucoup à faire. Donc la ceinture route entre la Chine et la France, ça va marcher très très fort. Merci Monsieur Wu, merci pour vos commentaires. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.